Monsieur le Président, en Centrafrique, vous avez beaucoup aidé la Centrafrique depuis plus de 10 ans, malgré des régimes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Vous avez aidé la Centrafrique et aujourd'hui, c'est presque tous les Africains qui demandent le retour de l'armée tchadienne. Parce qu'ils ont constaté que tout ce qu'on racontait, c'était rien que des histoires. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois que le simple fait que nous avons participé aux côtés des autres armées africaines sans aucun agenda, en réalité, sans aucun agenda. Malheureusement, il y a eu des amis qui ont intervenu comme nous pour trouver des solutions à la République centrafricaine avec des agendas. Je parlerai de Sangari, bien sûr, la France. Ce que je vous dis, je dis aussi au président Hollande de la manière la plus amicale possible. Et donc, les deux agendas n'étaient pas dans peut-être l'intérêt de la RCA. On nous a poussé à la porte, nous sommes partis. Mais l'armée tchadienne est partie, mais nous étions toujours restés aux côtés des Centrafricains, apporter notre contribution financière, toute l'aide nécessaire que nous pourrons, avec les autres pays. J'ai fait une réunion à marge du sommet de l'Union africaine de janvier 2014 à Addis Abeba, où nous avons décaissé, en fait, disons, 30 milliards de francs CFA pour faire fonctionner l'administration de la République centrafricaine. Le Tchad a mis plus aussi. Et nous continuons aussi à mettre. Donc, nous n'avons pas du tout abandonné la RCA. Si l'armée tchadienne devrait répartir encore dans la République centrafricaine, cela ne se fera qu'avec l'accord du peuple tchadien. Et puis surtout avec une demande expresse du gouvernement et du peuple centrafricain. Monsieur le Président, il y a aussi l'armée guinéenne dont l'ONU demande que les contingents ne doivent pas faire partie et tous les Africains se sont soulevés, de même que l'armée tchadienne, où les Africains demandent le retour de l'armée tchadienne et aussi que l'armée guinéenne reste, surtout l'armée de la Guinée équatoriale. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on reproche à l'armée guinéenne. Pour avoir bien fait son travail de la manière la plus professionnelle possible. Il appartient aux Centrafricains, je dis bien aux Centrafricains, de prendre la décision de maintenir l'armée guinéenne, c'est dans leur intérêt. Qu'ils n'écoutent pas les autres bruits de fond. La Guinée équatoriale n'a pas un agenda autre que ramener la paix en République centrafricaine. Et j'en suis convaincu. Excellence, toujours les questions des téléspectateurs qui estiment que le Boko Haram, après votre réunion avec Hollande à Paris, ils estiment que l'armée tchadienne est capable de nettoyer en une journée, en 24 heures. Non, ce n'est pas, mon frère, ce n'est pas vrai. Nous observons ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. L'armée camerounaise est en train de faire un excellent travail. Un excellent travail. L'armée camerounaise aujourd'hui a même de sécuriser sa frontière. Boko Haram est affaibli par l'armée camerounaise. Malheureusement, de l'autre côté de la frontière, il n'y a pas de répondant. Nous avons aussi nos unités qui sont à la frontière avec le Nigeria. Mais en face de nous, il n'y a rien, il n'y a personne. On ne peut pas rentrer dans le territoire du Nigeria sans l'accord, bien sûr, exprès du gouvernement du Nigeria, ce qu'il n'a jamais demandé. Mais nous avons une bonne coopération avec les services de renseignement camerounais, les services de renseignement tchadiens. En temps réel, les gens s'échangent des informations, n'est-ce pas? Et pour le moment, nous estimons que le Cameroun tient bon, au plus grand bonheur de tous les Camerounais, je crois. Un pays qui a connu la stabilité depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Nous serons très grand regret, bien sûr,
que le Nigeria, en fait, disons, qui a une très grande armée, n'arrive pas à venir à bout d'une rébellion armée. Ce n'est pas une Boko Haram, il n'y a rien de religieux, il ne faut pas croire. Et pas à bout. C'est presque vraiment incroyable. Oui, Excellence, vous avez toujours promis, vous avez toujours dit que la crise en Centrafrique, c'est un peu un problème religieux. Et tout le monde comprend que c'est vrai aujourd'hui. C'est ce qui pousse la plupart des citoyens africains qu'il faut que l'armée tchadienne revienne en Centrafrique parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhensions. Je pense même qu'ils estiment qu'avec l'apport que vous avez donné au peuple centrafricain, vous êtes le seul à réunir tous les frères centrafricains. Mais de l'autre côté, il y a la partition. Je n'aime pas décevoir vraiment mes frères africains qui demandent le retour de l'armée tchadienne en RCA. Mais nous n'avons pas quitté de nous-mêmes, nous avions quitté la RCA à la demande du gouvernement de Mme Panza, déclaration des ministres des Affaires étrangères, des ministres de la Défense, poussée évidemment par la France en son temps. Donc nous avons quitté à leur demande. Nous ne pouvons pas repartir parce que les Nations Unies nous demandent, ou le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, nous demande, nous ne pouvons pas aller en territoire centrafricain sans l'accord du gouvernement centrafricain et surtout sans l'accord de la rue centrafricaine aussi, parce que la rue, en son temps, vous vous rappelez que la rue avait aussi dit son mot. Mais c'était la rue qui a été motivée par des hommes politiques de l'ombre. Je ne pense pas qu'il y ait des hommes politiques. Je crois qu'il faut voir les choses sous l'angle vraiment, je dirais, vérité historique en fait. S'il y a eu une manipulation, c'est une manipulation, je pense que de Sangaré. Ne cherchez pas de midi à 14h. N'est-ce pas? Donc, les hommes politiques centrafricains, c'est des hommes et des femmes que moi je connais. Et ils sont venus après notre départ. Et ils viennent aussi, ici au Tchad. Nous avons des contacts. Donc pour vous, Excellence, l'armée de la Guinée... Nous pouvons aider, même si l'armée tchadienne n'est pas en RCA, nous sommes disponibles sur le plan politique, sur tous les plans matériels, financiers. Nous sommes prêts à aider la République centrafricaine. Parce que nous avons intérêt à avoir une République centrafricaine stable, en paix. Voyez-vous, les conséquences de cette situation de désordre en République centrafricaine, il y a deux pays qui en souffrent. Le premier c'est le Tchad, le deuxième c'est le Cameroun. Nous avons accueilli plus de 110 000 Tchadiens retournés. 120 000 Centrafricains réfugiés chez nous. Et ça continue à venir. Chaque jour, ça continue à venir. Et vous connaissez les conséquences que le Tchad est en train de vivre. Donc, plus que n'importe qui, le Tchad a intérêt à ce qu'il y ait la paix, la stabilité en République centrafricaine. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous retirer, n'est-ce pas, du dossier centrafricain, quel que soit ce que les autres veulent dire. Il y a une chose que nous ne ferons pas. Nous ne nous ingérons pas dans les affaires intérieures de la République centrafricaine. C'est un pays souverain. Et la souveraineté d'un pays, on ne piétine pas. Excellence, donc pour vous, la Guinée équatoriale doit être dans le contingent. Moi, je ne vois pas pourquoi la Guinée équatoriale doit quitter. Comme me disent les raisons. Comme me disent les raisons. La Guinée équatoriale a été en République centrafricaine depuis 1996. Ensemble, dans le cadre de la CEMAC. Après, dans le cadre de la CAC. Pourquoi on veut faire partir le contingent équato-guinéen? Pourquoi? C'est une armée professionnelle, c'est une armée qui a fait ses preuves et qui continue à faire ses preuves. Est-ce que parce qu'on ne veut pas de la tête du président Obiangema, qu'on voudrait pouvoir en fait, disons, la République centrafricaine, en fait, tout, ce pays-là a trop souffert. Je pense qu'on n'a pas besoin d'autres problèmes. Qu'on nous laisse tranquille, s'il vous plaît. Excellence, vous avez évoqué tout à l'heure que l'armée nigérienne est puissante,
Mais nous avons vu l'armée déjà fuir, laisser le matériel de guerre entrer au Cameroun. Plus de 1200. Quelle lecture? C'est vraiment l'incompréhension. Moi, je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris pourquoi cela. Je n'ai pas du tout compris. J'ai suivi cela. Il y a 1200 soldats super équipés. Super équipés, oui. Super équipés. Et qui ont abandonné le terrain et ils sont rentrés au Cameroun. Y a-t-il une raison? Je ne sais pas s'il y a quelque chose par derrière, mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Pour autant que je sache, Boko Haram, ce n'est pas une armée, c'est des populations qui sont armées. Leur équipement, évidemment, ils ont des équipements sophistiqués, certes, rien à voir avec l'équipement de l'armée nigérienne, appuyée par une aviation qui est super, comment on appelle, reconnue pour son efficacité. Avec l'ensemble des drones qui survolent dans la zone américain, français, anglais, qui donnent des renseignements, je pense qu'à temps réel, l'armée, comment on appelle les Nigériens, il faut se poser la question, est-ce que réellement il n'y a pas un problème au sein de cette armée? Et s'il y a problème, quel problème? Il appartient aux autorités nigériennes de résoudre cette question quand même. Ce n'est pas du tout... Excellence, je vais entrer dans le vif du sujet. Allez-y, je vous en prie. Lors du dernier sommaire États-Unis-Afrique, Oui. nous avons rencontré, je vous dis bien rencontré, des hauts dignitaires de sécurité américaines qui disaient que vous, et le Cameroun, et surtout vous, vous êtes capable d'éradiquer ça en 24 heures, si on vous donne l'autorisation. Non, c'est-à-dire que, mon frère, moi je n'ai pas besoin d'une autorisation comme on donne de l'extérieur. Je n'ai pas envoyé une autorisation de l'ONU, de qui que ce soit, même de l'ONU. Au Mali, personne ne m'a demandé d'aller, sinon le peuple malien m'a demandé d'aller. Et la France m'avait demandé de l'accompagner, bien sûr. Mais surtout, le peuple malien m'a demandé d'aller. De venir les aider, j'ai envoyé l'armée. Ici, pour ce qui concerne le Cameroun, je crois que nous ne permettrons pas, c'est notre seul poumon aujourd'hui, un affaiblissement de l'armée camerounaise. Ça veut dire que ça serait une chose qui est très grave pour nous aussi. Dans ce cas-là, je dis de la manière la plus claire possible, nette possible, Boko Haram ne pourra pas rentrer à l'intérieur du Cameroun et nous couper les voies de ravitaillement et nous desservir. C'est inacceptable. Nous constatons avec beaucoup de satisfaction, je dis bien beaucoup de satisfaction, que l'armée camerounaise tient bon et fait face, a affaibli déjà, de son côté, a affaibli le Boko Haram. Ça, c'est un élément essentiel. Autant que je sache, si de l'autre côté, puisque la frontière est là, l'armée camerounaise ne peut pas traverser la frontière sans l'autorisation des autorités nigériennes. Ce que l'armée camerounaise n'a jamais obtenu jusqu'à-là, pas plus d'ailleurs que le Tchad n'a pas obtenu. Donc nous ne pouvons pas aller dans un pays souverain, n'est-ce pas, sans son accord express, et sans un soutien bien sûr aussi. Nous ne pouvons pas aller. Excellence, parlons un peu de la rencontre que vous avez eue avec Obama. Oui. Obama vous a satisfait, vous, tous les chefs d'État? Écoutez, nous avons eu beaucoup de sommets Afrique, continent, Afrique, je ne sais pas, Chine, Afrique, Europe, Afrique, Japon, Afrique, États-Unis. En gros, mon sentiment à moi, c'est des rencontres qui ne sont pas mauvaises, qui sont peut-être enrichissantes. Mais je crois que l'Afrique ne doit pas compter sur ces rencontres-là pour son développement. L'aide extérieure, il n'y a pas une aide désintéressée.
Dans toutes les rencontres Afrique avec les pays, les grandes puissances ou les organisations qu'on a eues, il y a eu des annonces pour aider, pour soutenir l'Afrique et tout ça. Ma conviction est que l'aide extérieure, c'est lequel, si l'Afrique compte se développer avec l'aide extérieure, nous allons rester pauvres. Et pour toujours. Nous devrions regarder d'abord, entre nous, Africains, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. C'est un continent jeune, qui a d'énormes richesses. On a pillé, mais il reste encore beaucoup. Il reste encore beaucoup. Créer les conditions nécessaires, en fait, disons, de la valorisation de ces richesses, en fait, disons, de l'Afrique. Pour l'Afrique, au bénéfice des Africains. Et je crois que, à l'intérieur même de l'Union africaine, nous n'avons pas encore trouvé une voie qui puisse nous amener directement, en fait, disons, vers cette voie unique-là. Seule voie qui peut sortir l'Afrique de la pauvreté et des maladies. La main qui vous donne n'est jamais gratuit. Et puis, l'adage africain qui dit, peut-être même les Européens le disent aussi, au lieu de donner du poisson, il faut apprendre à pêcher. Ce qu'on a besoin de nos partenaires, c'est le transfert de la technologie, qui laisse l'Afrique s'industrialiser. Et qu'on donne aussi le prix juste des matières premières de l'Afrique, qui sont entendues. Et qu'on accepte que l'Afrique transforme ces matières premières localement. Ça, c'est une autre manche de fer. Ce n'est pas encore gagné. Il y a une bataille à faire. On nous annonce des milliards de dollars, milliards d'euros, européens, d'euros et tout. C'est pas ça qui va sortir l'Afrique de la pauvreté. C'est des mirages, je pense qu'il faut, qui peuvent être même dangereux pour l'Afrique, nous maintenir en comptant sur ce que nous annonce. On dit on va recevoir, donc on reste, on regarde. Rien ne viendra. Mais Monsieur le Président, est-ce que vous pensez en 2016? Vous songez déjà en 2016? 2016? Oui. Vous pensez déjà? Non, pas du tout. Je ne pense pas du tout à 2016. Parce que vous êtes dans vos chantiers, partout à Béché, vos grands chantiers. Moi j'ai mon programme. Je ne vais pas perdre mon temps dans un débat politique pour le moment. J'ai promis des choses très précises dans le programme au peuple tchadien. Il m'attelle à réaliser cela. Donc, je ne pense pas du tout pour 2016. Tout le monde qui arrive à N'Djamena, que ce soit à l'intérieur, voit des changements. C'est parce que vous préparez l'Union africaine? Pas du tout. J'ai commencé avant l'Union africaine, le chantier. C'est vrai que le pays est vaste, 1 284 000 km², et les Tchadiens sont éparpillés sur cet espace qui est assez grand. Peut-être que vous voyez ici à N'Djamena, mais allez-y voir dans les villes à l'intérieur du pays, le coin le plus reculé du Tchad, en fait, disons, il n'y a pas un seul machin, sur le plan de machin, un seul coin du Tchad où nous n'avons pas injecté, en fait, disons, dans le social, dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture, dans l'élevage. Donc, c'est ce que nous appelons la distribution de la richesse, en fait, disons. Ça se voit un peu comme une sorte de saupoudrage. Ça ne se voit pas, parce que le pays est large, il faut aller au fond, il y a 100, je ne sais pas, habitants dans un village, il y a 200 dans un autre village, et plus loin, 200 km, vous avez 2000 habitants. Il faut atteindre tout ce monde-là. C'est ce que j'essaie de faire. Monsieur le Président, j'ai 2 questions. Oui. Tout le monde était surpris en Afrique de la construction d'une basilique. D'une basilique? Oui. Vous êtes en train de construire une basilique? Oui.
Vous êtes dans un pays de majorité musulmane, qu'est-ce qui vous fait pencher pour les chrétiens? De leur donner une basilique? Le Tchad est un pays laïque. Mais je m'adapte très bien. C'est notre vraiment, je dirais, identité, en fait, disons, au Tchad. Le Tchad n'a pas un problème de religion. Musulmans, chrétiens, protestants, en fait, sont ensemble. Les chefs. Ils prient ensemble pour la paix. Ils sortent pour sensibiliser ensemble. Mais ça serait la plus grande basilique, ça ne donne pas... Non, je ne sais pas si ce sera la plus grande basilique, non. De la même manière, j'ai refusé que des fonds extérieurs viennent construire des mosquées au Tchad. Donc, j'ai construit des mosquées. Il n'y a pas de raison que de l'autre côté, je ne construis pas. Pour les Tchadiens qui ont opté pour une autre religion et une religion qui est acceptée par les Tchadiens. Donc c'est un devoir pour moi, n'est-ce pas, d'aider les uns et les autres. Pour terminer, qu'est-ce que vous pensez de l'axe Russie-Chine qui sont en pleine bataille avec l'axe américain et puis européen? Nous observons, disons que depuis, je pense que les 10 dernières années, un désordre qui est en train de s'installer dans le monde. Regardez en Afrique, en fait, le nombre de crises a diminué il y a 10 ans. Aujourd'hui, ce nombre de crises sont en train d'augmenter. Quand on a voulu assassiner Kadhafi, quel est le but? On pouvait faire partir Kadhafi, laisser les Libyens faire des choix politiques. Mais on a insisté, on n'a pas donné la voix à l'Afrique. On a assassiné Kadhafi, mission terminée, et ils ont laissé des milices armées sans accompagnement, sont partis. Quand vous vendez une voiture à quelqu'un, il a le service après-vente. Ils auraient dû au moins rester assurer le service après l'assassinat de Kadhafi. Ils n'ont pas fait, ils sont partis. Et ces désordres-là, aujourd'hui, ça se répercute sur nous. Les armes qui sortent de la Libye, ce qui a occasionné la situation que vous connaissez aujourd'hui au Mali. Le Niger est sur pied de guerre, le Tchad est sur pied de guerre. Ces armes-là ont atteint au sud même. C'est ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Ces armes, ce sont des armes qui sont venues de la Libye, une grande partie. Ailleurs, c'est la même chose. Regardez la République centrafricaine, le désordre. D'où sont venues ces armes? Une partie, on dit, du Soudan, mais pas seulement du Soudan seul. Ce sont des armes qui sont venues de la Libye aussi. Le Sud-Soudan, très vite fait, allez-y, donc il faut diviser le pays en cassant le sacro-saint, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Il y a deux grands groupes, de grandes communautés qui s'entretuent au Soudan du Sud. 3 ans simplement après leur indépendance forcée qu'on a donné, diviser le pays. Ce n'est pas terminé encore. Il y a des civils qui prennent le coup. Le Shabab, qui est à l'origine? Regardez au-delà de ce qui se passe. On a détruit la Libye, après c'est l'Égypte, l'Irak, la Syrie, et c'est devenu aujourd'hui une terre de prédilection de tout ce qui est éliminé, en fait, disons, terroriste. À quoi nous allons nous entendre le monde de demain, c'est quoi? Ça va devenir quoi? On se réveille avec Boko Haram à notre porte ici. Armes à bagages, argent et tout. Vous regardez ce qui se passe de l'autre côté entre Russie, machin, Chine et puis
États-Unis d'Amérique. Mais ça va être comme au temps de la guerre froide. Il n'y aura pas une guerre directe entre ces grandes-là. S'il y a une guerre, la guerre se fera par procuration ailleurs. C'est où? En Afrique ou dans le monde arabe. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ce n'est pas là-bas qu'il va se faire, ça se fera ailleurs. Nous vivons un monde incertain. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et puis l'Ukraine et les interventions extérieures? La création d'un califat au cœur du Moyen-Orient et la création, les tentatives de création d'un califat en Libye et ici aussi au Nigeria. Est-ce que les grandes puissances n'ont pas vu venir tout cela? Tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Est-ce qu'elles ne sont pas pour quelque chose dans tout ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que les grandes puissances n'ont pas de solution dans ce désordre-là qui se passe? Voilà de grandes questions qui se posent, que nous nous posons. Et que nous sommes en droit d'attendre, évidemment, des réponses à tous ces points d'interrogation. Donc, c'est un monde incertain que nous sommes en train de vivre. Nous ne savons pas demain de quoi sera fait. Oui, Monsieur le Président, pour terminer votre mot de fin, on va parler de l'Union africaine en 2015 au Tchad, parce que beaucoup de gens veulent visiter, ils entendent parler de ces grands chantiers. Est-ce que vous êtes prêt à les accueillir dans le bon sens? Oui, je crois que nous sommes dans le délai. Et puis, c'est une responsabilité que nous assumons. Nous allons bien accueillir le sommet de l'Union africaine du mois de juin, fin juin bien sûr, 2015. Et nous serons fait prêts pour cela. Pour terminer, on constate que les opérateurs économiques courent beaucoup vers le Tchad ces derniers temps. Les opérateurs économiques courent beaucoup vers le Tchad. Oui, les opérateurs économiques travaillent. C'est important pour l'Afrique de donner des opportunités à nos opérateurs économiques, de donner des opportunités aux jeunes, de donner des opportunités aux femmes. Ça, ce sont les bras valides de l'Afrique de demain. Le développement de l'Afrique ne peut pas se faire sans les opérateurs économiques africains, sans la jeunesse, sans les femmes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons donc reçu le bâtisseur que vous avez réclamé, le panafricaniste Idriss Déby Itno. Et cela, nous espérons que vous allez toujours ouvrir les portes à Afrimédia. Avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Mais je vais vous dire quand même une chose. Je suis beaucoup l'Afrique Média. À chaque fois que vraiment j'ai un temps précis. Surtout le soir. J'admire le plateau. Et j'admire vraiment les interventions de l'Afrique Média. Mais je crois qu'il y a une chose qu'il faudra certainement tenir compte. On a l'impression de voir que vous tirez beaucoup sur la France seule. Beaucoup. Le colonialisme, l'Afrique a vécu l'esclavage et la colonisation. La France n'était pas le seul pays colonisateur, n'est pas aussi le seul pays qui a fait l'esclavage. Demandez quelle est la responsabilité des chefs d'État africains par rapport aux agissements de l'Occident sur l'Afrique depuis 1960 jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, la classe politique africaine estime et pense qu'il faut avoir un carton, n'est-ce pas, blanc de l'Occident pour gagner, en fait, disons, les élections présidentielles. Certains chefs d'État estiment que sans l'Occident, ils ne pouvaient pas passer, n'est-ce pas, aux élections. Et nous cédons tout à l'Occident. Mais il y a une responsabilité patente
des dirigeants africains, y compris moi qui vous parle. Y compris moi qui vous parle. Donc, vraiment, je pense que il me semble ici important qu'en tant que panafricaniste, dans le travail que vous faites, que vous preniez en compte l'ensemble des éléments. En fait, ne nous faites pas des cadeaux, on n'a pas besoin. Ne nous jetez pas des fleurs, on n'a pas besoin. Nous sommes au service de l'Afrique. Si nous ne sommes pas au service de l'Afrique, c'est exactement cela. Vous ne verrez jamais un chef d'État africain faire les coulisses à une réunion de l'Union européenne. Mais à chaque sommet de l'Union africaine, qui fait venir les autres? Vous savez, il y a des résolutions qui sont faites dans les coulisses par ces gens-là, et qu'on vient de faire passer, ce sont les Africains, les chefs d'État africains qui viennent faire passer ces résolutions. Donc, il y a une responsabilité patente. Notre responsabilité en nous, en tant que chef d'État, dans ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, est totale. Qui a osé, qui a essayé de prendre son indépendance, ça ne se donne pas, et prendre sa souveraineté? Qui a osé? Et qui a refusé? Des risques, il n'y a pas un métier sans risque. Il n'y a pas dans le monde un métier sans risque. Ah donc, moi je pense que c'est un tort que vous tirez simplement sur un pays, machin. Et si nous sommes, comme sur le plan psychologique encore, j'ai dit, psychologiquement dépendants de cette Europe-là, qui a saigné à blanc l'Afrique, de ses meilleurs fils, n'est-ce pas, de ses ressources, et que cette Europe-là même aujourd'hui parle à certains chefs d'État des biens mal acquis. Mais les biens mal acquis, c'est tout ce qu'ils ont volé de l'Afrique pour construire chez eux là-bas. Ce qu'on appelle bien mal acquis, c'est ça qui est bien mal acquis. Ce n'est pas acheter une villa ou bien une maison à Paris ou bien à Washington ou à Londres qui est bien mal acquis. Mais des biens mal acquis, ce sont volontairement la force de l'Afrique, le bras africain, l'esclavage, les esclaves. C'est par eux qu'ils ont développé leur pays et par le pillage des ressources africaines qu'ils ont développé leur pays. Nous partons commander quoi? Commandons, c'est ce qu'ils ont pris de nous. Ah donc, la responsabilité, il ne faut pas croire que la responsabilité c'est sur eux. Non, c'est sur nous. Nous-mêmes, nous partons. Nous ne voulons pas sortir de ces jurons-là, nous partons. Voilà. Donc, je crois qu'il faut faire la part des choses. Que la responsabilité des dirigeants africains implique depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, ils s'y plaisent. N'est-ce pas? Qui n'aurait pas fait? Tout le monde aurait fait. Puisque nous ne voulons pas être indépendants, nous ne voulons pas, nous vendons notre souveraineté à vil prix pour le poste ou bien pour la chaise. Pour la chaise. Voilà. Enfin, merci beaucoup, Monsieur le Président. La valeur d'un homme ne tient pas de ses origines, sinon de sa capacité à marquer son temps. Et le président Déby Itno du Tchad est l'une des parfaites illustrations de cette pensée. Fils de berger, Idriss Déby Itno, semeneur et bâtisseur que le temps et le contexte ont su façonner, est né en 1952 à Berdoba, à côté de Fada, dans le nord-est du Tchad. Musulman de l'ethnie Zagawa, il est plus précisément Bilyeda, un sous-groupe des Bidéites, lui-même sous-groupe de la grande ethnie des Zagawa, que l'on retrouve des deux côtés de la frontière tchado-soudanaise. Il entre à l'école française à Fada, après avoir fréquenté l'école coranique de Tiné. Ses études le mènent ensuite au lycée franco-arabe d'Abéché et au lycée Germoudéina de Bangor. Titulaire d'un baccalauréat scientifique, il entame sa formation militaire à l'école des officiers d'active de N'Djamena de 1975 à 1976, avant d'entrer à l'Institut aéronautique d'Amaury, la Grande de Hazebrouck en France. Devenu pilote de transport, diplômé parachutiste, il retrouve le pays en pleine ébullition après les combats de février 1979.
Ses qualités militaires sont remarquées rapidement sur le terrain par Hissène Habré, entré en rébellion en mars 1980, ce qui lui vaut d'être désigné chef d'état-major des forces armées du Nord, FAN. Quand celles-ci prennent le contrôle de la capitale, Idriss Déby Itno est à la tête de la première colonne qui entre dans N'Djamena. Commandant en chef de l'armée, Idriss Déby Itno a été également membre du Conseil de commandement des forces armées du Nord, CCFAN, promu au grade de colonel. Il se rend en France où il suit les cours de l'École supérieure de guerre interarmée de 1986 à 1987. Le 1er avril 1989, en désaccord avec Hissène Habré, Idriss Déby Itno et quelques compagnons décident de quitter N'Djamena en direction de l'Est. Le chemin est périlleux. La petite colonne doit livrer plusieurs batailles en situation d'infériorité numérique et matérielle. Seul Idriss Déby Itno parvient au Soudan. Les survivants créent alors l'action du 1er avril qui s'unit à d'autres formations en lutte contre la dictature pour former en mars 1990 le mouvement patriotique du salut MPS. Au terme d'une fulgurante offensive, Idriss Déby Itno et ses hommes chassent Hissène Habré hors du pays le 1er décembre de la même année. Président du mouvement patriotique du salut depuis sa création, Idriss Déby Itno, alors âgé de 38 ans, est porté à la présidence du Conseil d'État dès la victoire des forces patriotiques le 4 décembre 1990, puis désigné président de la République le 28 février 1991 à l'adoption de la Charte nationale. Dès son premier discours au peuple tchadien, les projets du démocrate pour son pays sont clairs, car il déclare « Je vous ai apporté ni or, ni argent, mais la liberté ». Prêchant par les actes, de fait, la DDS, la Direction de la documentation et de la sécurité, police secrète de Hissène Habré est dissoute, et les prisonniers politiques sont libérés et les plans de construction du Tchad élaborés. Promu général de corps d'armée le 21 février 1995, Idriss Déby Itno a été investi président de la République le 8 août 1996 à l'issue des premières élections pluralistes au Tchad. À la fin d'un premier quinquennat bien rempli, le président sollicite et obtient du peuple tchadien le 20 mai 2001 un second mandat de 5 ans. Il est investi président de la République du Tchad le 8 août 2001. Depuis son nouveau mandat en 2011, le président Itno a fait de l'émergence du Tchad à l'horizon 2025 son principal cheval de bataille. Pour cela, il ne ménage aucun effort, quitte à se séparer des administrateurs jugés incompétents ou véreux. Rien ne me détournera de ma voix, qui est celle de hisser le Tchad, dans un temps relativement court, au rang des pays émergents, avait-il laissé entendre. Ainsi, avec sa production agricole et pétrolifère, le Tchad se positionne comme une économie à vocation émergente. Au-delà de cette donne, les structures et institutions financières se restructurent pour accompagner le développement économique du pays. Les infrastructures routières et l'accès au crédit des entreprises se développent. Les infrastructures routières et l'accès au crédit constituant la clé de voûte de tout développement économique, le gouvernement Itno a développé des projets favorisant une meilleure utilisation des voies d'accès aux grandes villes, et l'un des projets phares est le bitumage de la route Koum-Rassar au sud du pays sur une distance de 110 km. Afin de permettre au secteur du commerce et des entreprises de se développer, le chef de l'État tchadien a mis en place des institutions de financement telles la Banque de développement du Tchad BDT, la Société générale tchadienne de banque SGTB, la Banque commerciale du Chari BCC, la Banque internationale pour l'Afrique au Tchad BAT, la Financial Bank Tchad et la Banque agricole du Soudan au Tchad BAST, qui prennent ainsi de stabiliser la monnaie et de faire des économies, puisque toutes ces banques sont éligibles au marché monétaire organisé par la Banque centrale des États de l'Afrique centrale BEAC pour le refinancement de leurs opérations. En outre, le Fonds francophone de soutien aux petites et moyennes entreprises permet à de nombreux Tchadiens d'investir pour créer des entreprises ou développer celles déjà existantes. Cerise sur le gâteau, la stabilité politique que connaît le pays depuis l'arrivée aux affaires du président Idriss Déby Itno a encouragé l'implantation d'organismes et institutions financières internationales qui financent des projets de développement. On peut citer entre autres la Banque arabe pour le développement en Afrique BADEA, la Banque islamique de développement BID, la Banque européenne d'investissement BEI, le PNUD. De par sa structure macroéconomique,
Le Tchad ne veut pas ainsi laisser pour compte la marche de l'économie africaine sans y participer. Les grands projets nécessitant des esprits sains dans des corps sains. Le président Idriss Déby Itno entend s'appuyer sur la formation des ressources humaines de qualité pour développer ce grand pays qu'est le Tchad. Convaincu que l'Afrique dispose des compétences avérées qui doivent être mises à la disposition de l'Afrique outre les universités et quelques grandes écoles de formation professionnelle présentes au Tchad, le numéro 1 tchadien n'hésite pas à envoyer ses jeunes pour se former dans d'autres pays du continent, notamment en Tunisie où, en plus d'être meilleur, le système universitaire est pratiquement gratuit. Conscient également que l'analphabète de ce 21e siècle, sur le continent en particulier, c'est celui qui sera à marge de développement technologique, le président Idriss Déby Itno a initié le premier salon international de technologie de l'information et de la communication CITIC, l'objectif étant notamment d'intégrer le Tchad dans le réseau international haut débit en fibre optique en vue d'un développement durable. Les grands projets nécessitant des esprits sains dans des corps sains, le président Idriss Déby Itno entend s'appuyer sur la formation des ressources humaines de qualité pour développer ce grand pays qu'est le Tchad. Convaincu que l'Afrique dispose des compétences avérées qui doivent être mises à la disposition du continent, outre les universités et quelques grandes écoles de formation professionnelle présentes au Tchad, le numéro 1 tchadien n'hésite pas à envoyer ses jeunes pousses se former dans d'autres pays sur le continent, notamment en Tunisie, où, en plus d'être meilleur, le système universitaire est pratiquement gratuit. Conscient également que l'analphabète de ce 21e siècle sur le continent en particulier, c'est celui qui sera à marge du développement technologique, le président Déby Itno a initié le premier salon international des technologies de l'information et de la communication CITIC, l'objectif étant notamment d'intégrer le Tchad dans le réseau international haut débit en fibre optique en vue d'un développement durable. Sur le plan sanitaire, Déby Itno s'est démarqué dans la lutte contre quelques maladies réfractaires au bien-être des populations, à savoir le paludisme, la polio et les VIH-Sida, multipliant les campagnes de sensibilisation, de vaccination et de distribution de moustiquaires imprégnés. Faisant de la lutte contre la pauvreté une de ses priorités pour l'émergence, l'utilisation des ressources provenant de la vente du pétrole qui nourrit indirectement des dizaines de milliers de personnes est soumise à un contrôle strict. Dans le cadre de la promotion de la coopération économique sud-sud, le président Déby Itno reste très actif et déjà un oléoduc relie le Tchad au Cameroun, distant de 1070 km, dont 205 km à l'intérieur du Tchad. Tandis qu'avec le Maroc, le président Déby Itno a lancé un projet de construction de 15 000 logements sociaux afin de permettre aux Tchadiens d'avoir des logements décents. Sur le plan international et à la postérité, le président Idriss Déby Itno a marqué un bon score en offrant le moulage du crâne de Toumaï, l'ancêtre de l'humanité à l'UNESCO. Artisan de la paix, les actions pour amener la stabilité, la paix et la sécurité au Tchad et dans les pays en conflit sur le continent ne sont plus à démontrer. Car au Mali, comme en République centrafricaine, l'on a pu apercevoir les valeureux soldats des FAT, forces armées du Tchad, à l'œuvre. Face au terrorisme, le président Itno n'hésite pas à initier ou à se rendre à des sommets sur le continent et en Occident, ou à aller à la rencontre de ses pairs africains pour barrer la voie à ce cancer du XXIe siècle, et la rencontre de mai 2014 à Yaoundé au Cameroun en témoigne de cette ferme volonté. Des efforts que justifie à merveille la panoplie des distinctions reçues par le numéro 1 tchadien. En effet, il a été prôné artisan de la paix par le Conseil supérieur des affaires islamiques le 10 mars 2010, fait commandeur de l'Ordre international des palmes académiques par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES le 7 mai 2010. Idriss Déby Itno a reçu également la médaille Paul Harris Philo du Rotary Club le 9 juin 2010. L'Union des étudiants et la jeunesse de la Seine-Sainte lui a décerné le 8 juillet 2010 le prix pour la stabilité et le développement. Rotary International a remis au chef de l'État tchadien le prix champion de l'éradication de la polio le 8 août 2010 en N'Djamena. Pour couronner son engagement et ses multiples actions en faveur de la jeunesse, le président Idriss Déby Itno a été fait docteur honoris causa le 5 octobre 2010 par l'université Roi Faisal. Il a reçu également le diplôme de docteur honoris causa de l'université d'Abomey-Calavi le 7 juillet 2011, titre qui lui a été décerné par le conseil scientifique de l'université d'Abomey-Calavi, UAC.
Élevé au rang de président d'honneur de la Fédération africaine des associations des parents d'élèves et étudiants FAPE et désigné comme meilleur parent d'élèves africain, le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno a reçu le 25 avril 2012 la médaille d'or et le diplôme d'honneur de la dite organisation des parents d'élèves et étudiants africains. Cette distinction honorifique de la FAPE vise à saluer les efforts consentis par le Tchad dans le domaine de l'éducation. Idriss Déby Itno a été élevé le 5 mai 2012 à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de la République centrafricaine, symbole d'un geste de reconnaissance à son endroit. Le 17 mai 2013, le journal sénégalais Nouvel Horizon de Dakar décernait au président de la République tchadienne le prix Cédar spécial pour son engagement pour la cause de son pays et celle du continent tout entier, mais aussi pour son leadership et sa vision panafricaniste. Le prix Cédar spécial lui a ainsi été décerné à Dakar à l'occasion de la 10e édition des Cédars du nom de l'ancien président sénégalais, Feu Léopold Sédar Senghor. Le 22 juillet 2013, au cours d'une cérémonie solennelle au palais présidentiel à N'Djamena, le président tchadien a été élevé à la dignité suprême de Grand Croix de l'Ordre international des palmes académiques, OIPA, du Conseil africain des Malgaches pour l'enseignement supérieur, CAMES. La dignité suprême de Grand Croix de l'OIPA CAMES est attribuée au chef de l'État Idriss Déby Itno à marge de la 35e session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à N'Djamena du 15 au 23 juillet 2013. Cette distinction honorifique du CAMES, la deuxième du genre attribuée au grand bâtisseur Idriss Déby Itno, vient ainsi couronner son engagement et ses efforts dans le domaine de l'enseignement supérieur en particulier et du développement de son pays en général, comme quoi, au bout de l'effort, il y a le ciel.